Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La fiscalité française est réputée pour être l'une des plus redistributives du monde. La moitié de la richesse produite chaque année est prélevée par la collectivité sous forme d'impôts et de cotisations sociales, ce qui nous place en tête des pays d'Europe, devant le Danemark. Et notre modèle social est censé redistribuer les revenus de façon tout aussi significative, divisant les inégalités par deux entre avant impôt et après impôt et réduisant les risques de pauvreté. Mais si notre fiscalité est telle, c'est que les écarts de revenus y sont parmi les plus importants d'Europe. Il n'y a que le Royaume-Uni et l'Espagne qui nous battent dans ce domaine. Or, tout cela serait en train de changer. Emmanuel Macron aurait multiplié les cadeaux aux entreprises, aux plus privilégiés. Il aurait fait payer la facture aux classes populaires. La France est en train de devenir le paradis des riches et l'enfer des pauvres. Pour en débattre, nous avons donc invité Monique Pinson-Charlot, sociologue. Avec Michel Pinson, votre mari, vous êtes les auteurs du Président des riches, enquête sur l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, un livre paru en 2010 aux éditions de La Martinière. 8 ans plus tard, vous avez publié Le Président des ultra-riches, chronique du mépris de classe dans la politique d'Emmanuel Macron chez Zone. Ce sont deux catégories sociales qu'on manipule beaucoup et qu'on va probablement manipuler pas mal dans cette émission. Riche et pauvre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un riche pour vous, Monique Pinson-Charlot, et qu'est-ce que c'est qu'un pauvre ? Alors, un pauvre, c'est facile parce qu'il y a un seuil de pauvreté qui a été défini par les statisticiens de l'INSEE. Donc, aujourd'hui, il y a 9 millions de Français qui vivent en dessous de ce seuil de pauvreté. C'est autour de 1000 euros par mois. Mais la plupart de ces 9 millions, 6 millions, sont en dessous de 670 euros par mois. Donc là, la pauvreté, c'est facile. Par contre, il n'y a pas de seuil de richesse. Donc c'est pour ça que souvent, sur les plateaux de télévision, on se dit, ouais, alors François Hollande, il a dit c'est 4 000 euros, d'autres ont dit c'est 20 000, enfin voilà. Et donc chacun y va de sa petite analyse. Souvent, chez les gens, c'est le voisin du dessus qui gagne 2 000 euros de plus qui est le riche par rapport à lui. Et pour vous Alors pourquoi il n'y a pas de définition, il n'y a pas de seuil de richesse ? Parce que c'est impossible. Alors, pour deux raisons. La première, c'est la dispersion de la richesse. Alors, si vous prenez le dernier numéro de Challenge qui est sorti la semaine dernière, vous avez près de 600 fois la 500e fortune dans la fortune de Bernard Arnault. Donc, une dispersion de 1 à 580 exactement. Donc, c'est énorme. Ça n'existe pas dans le monde ordinaire de nos salaires ou de nos retraites. Et la seconde raison, c'est que la richesse... La vraie richesse, pour faire partie du club du Gotha, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire que la richesse économique est évidemment la condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut qu'il y ait de la richesse culturelle. Le monde des grandes fortunes, c'est le monde des collectionneurs d'art, des grandes écoles, etc. Le monde de la richesse sociale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester longtemps seul, riche. Il faut que vous rentriez dans la classe, dans le club. Et enfin, la richesse symbolique, c'est-à-dire qu'il faut que vous habitiez, si possible, un château classé monument historique, que petit à petit, votre patronyme, avec la constitution d'une dynastie familiale, devienne lui-même un espèce de capital symbolique. Et puis, bien entendu, que votre corps manifeste un corps de classe pour que les privilèges qui sont arbitraires puisqu'ils sont fondés sur la détention des titres de propriété apparaissent naturels dans une supériorité, une excellence qui a à voir avec le sang bleu de la noblesse. Fergan Aziari, vous êtes délégué général de l'École de la Liberté, une plateforme diffusant des savoirs inspirés par la tradition libérale. Vous êtes également chargé d'études et analyste en politique publique pour plusieurs think tanks, dont l'IREF, qui milite pour la réduction du poids de l'État et des prélèvements obligatoires dans l'économie française. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un pauvre ? Qu'est-ce que c'est qu'un riche ? Tout d'abord, je partage en effet une partie du constat de Madame Pinson-Charlot sur la difficulté à définir aujourd'hui ce qu'est la richesse, puisque c'est une notion relative en réalité. La richesse se définit par rapport à la pauvreté. Or, le problème, c'est qu'on est tous le riche et le pauvre de quelqu'un. Alors, ça dépend ensuite du référentiel dans lequel on se place. Alors, en France, on aime bien effectivement parler des 1%, les plus riches, ceux qui détiennent des revenus, des patrimoines supérieurs à X ou Y millions d'euros. Mais enfin, si on prend le référentiel qui, pour moi, est le plus cohérent, qui est le référentiel mondial, c'est-à-dire c'est le référentiel le plus cohérent pour apprécier la richesse avec un grand R et la pauvreté avec un grand P,
on constate que si on prend par exemple l'indicateur du revenu, qui est très imparfait, on pourra y revenir plus tard, mais si on prend cet indicateur qui est le revenu, on sait aujourd'hui que par exemple 62% des Français, donc plus de la moitié, appartiennent aux 10% les plus riches à l'échelle mondiale. Bon, en sachant là encore que le revenu est un indicateur qui en réalité est très imparfait parce que cela revient finalement à avoir une conception, une appréciation très monétaire de la richesse. Or, la monnaie n'est pas en soi la richesse, c'est un instrument d'échange pour acquérir des biens et des services de qualité pour satisfaire nos besoins. Or, c'est ça la richesse. Et je prends un exemple très simple. Quelqu'un comme Louis XIV, par exemple, avait sans doute beaucoup plus d'argent et de patrimoine que vous et moi n'en aurons jamais. Est-ce à dire qu'il était plus riche que nous, qu'il avait un niveau de vie supérieur au nôtre ? Moi, j'en suis pas sûr. Je pense que je suis plus riche que Louis XIV. C'est-à-dire que j'ai accès effectivement à des technologies, à des biens, à des services, à des moyens de communiquer, de me déplacer, de me soigner que le roi Soleil n'aurait pas imaginé dans ses rêves les plus fous. Donc moi, la richesse, je la définirais plus en ces termes-là. La faculté effectivement de satisfaire des besoins grâce à des biens, à des services de qualité, plus que cette conception patrimoniale et cette conception du revenu, cette conception comptable qui, à mon avis, est très imparfaite. Alors, on a annoncé que un an après l'élection d'Emmanuel Macron, on a compté que la France comptait 259 000 millionnaires de plus. Alors attention, les millionnaires, c'est pas les ultra riches, hein, les millionnaires. Il y en a plus de 2 millions en France, des millionnaires. Dès l'instant où on a un appartement à Paris oui. Et qu'on n'est pas endetté, voilà, on est millionnaire potentiellement. Néanmoins, quand vous avez appris cette nouvelle, Monique Passon-Charlot, est-ce que ça vous conforte dans l'idée que Emmanuel Macron, en tant que président de la République, et vous n'êtes pas la seule à partager cette idée, a favorisé les plus riches et a permis aux riches de devenir de plus en plus riches? Ah ben là, écoutez, je pense qu'il y a... Enfin, ça peut pas être contestable, ni contesté. Parce que, donc, vous avez eu la gentillesse de montrer notre premier livre sur Nicolas Sarkozy, qui avait été un succès formidable de librairie, parce qu'on montrait, on décortiquait le bouclier fiscal et on décortiquait ce milliard d'euros qui avait été finalement donné aux plus riches sans contrôle. Et tandis que là, ultra riche, le président des ultra riches, c'est parce que là, ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Et ça, nous le montrons dans notre livre, que ce soit avec la suppression de l'ISF, surtout la flat tax, c'est-à-dire un prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital. C'est quand même une première. C'est-à-dire que non seulement il a supprimé la solidarité en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune, mais il a supprimé... Sur la fortune immobilière. Non, alors, c'est maintenu. Oui, voilà, c'est sur les actions et les obligations que ça a été supprimé. Après, il a créé l'impôt de... Vous avez raison, l'impôt sur la fortune immobilière. Mais en supprimant les valeurs mobilières, il a favorisé les ultra-riches. Parce que nous qui avons eu la chance de faire un travail à la DGI en 1999, grâce à Laurent Fabius, sur les 100 plus riches de l'ISF, déjà à cette époque, et nous l'avions publié à l'époque, déjà à cette époque, ces 100 plus riches avaient un patrimoine composé à 97% de valeurs mobilières. Donc, si vous voulez, en supprimant les valeurs mobilières, il a fait un cadeau énorme aux plus riches. Alors moi, je suis toujours très réticent à l'idée de prononcer le terme de cadeau fiscal. Oui. Qu'est-ce qu'un cadeau fiscal ? Ça veut dire que, je rappelle quand même que notre civilisation, elle est fondée sur ce qu'on appelle le droit de propriété, voilà, c'est-à-dire la faculté quand même de disposer, de jouir de ses biens. Et quand on parle de cadeau fiscal, finalement, on sous-entend que tout appartiendrait par défaut à l'État. Et que lorsque finalement l'administration s'abstient de nous fiscaliser, de fiscaliser telle ou telle catégorie de la population, elle lui fait un cadeau. Ben non, si un individu est le propriétaire légitime de ses revenus, des fruits de son travail, de son patrimoine, ne pas le fiscaliser, ce n'est pas lui faire de cadeau, c'est simplement respecter sa propriété. Donc moi, je me méfierais de cette rhétorique de cadeau fiscal qui, en fait, s'inscrit dans une espèce de logique communiste, c'est-à-dire que voilà, tout appartient par défaut à la collectivité et finalement ce qu'on vous laisse, c'est un cadeau. Je pense que c'est une rhétorique autoritaire, qui flirte un tout petit peu quand même avec le totalitarisme en prétendant que tout appartient par défaut à l'État et qu'on est fondé effectivement sur le droit de propriété, c'est-à-dire la faculté de jouir de ses biens. Et c'est ce droit de propriété-là, c'est ce respect
qui, depuis 2 siècles, fait que les civilisations modernes s'enrichissent. Alors pas seulement les plus riches, mais aussi les plus pauvres, puisqu'il n'y a pas, à mon avis, de conflit entre la faculté de certains de s'enrichir plus vite que les autres et l'aspiration à voir les masses sortir de la pauvreté et de l'indigence. Ce ne sont pas des objectifs contradictoires. Pour vous, Ferghane Aziari, quand on vous dit qu'il y a 259 000 millionnaires de plus en France en un an après l'élection d'Emmanuel Macron, j'imagine déjà que vous considérez que c'est une bonne nouvelle. Et comment l'expliquez-vous? Comment l'analysez-vous? En soi, le fait qu'il y ait plus de millionnaires ne me dérange pas, en effet. Alors après, je me méfie quand même de ce nombre-là, parce que quand on regarde dans le détail, on voit que ces millionnaires sont le fruit, effectivement, pour la plupart, d'une augmentation, d'une explosion du prix de l'immobilier. Exactement. Or, aujourd'hui, on sait que le marché de l'immobilier est distordu par des réglementations, des mécanismes de restriction foncière qui réduisent artificiellement l'offre de logement. Or, quand vous créez une rareté artificielle, eh bien, vous faites exploser le prix du logement. Donc là, on a affaire à un enrichissement qui repose sur des distorsions de concurrence, et c'est pas un enrichissement que moi je considère avec la même bienveillance que l'entrepreneur qui s'enrichit en fournissant un service à la collectivité, en mettant sur le marché un produit révolutionnaire qui va changer la vie de millions de gens, comme a pu le faire un Bill Gates, un Steve Jobs, un Johnny Hallyday qui est devenu millionnaire parce que des gens sont prêts à payer une coquette somme pour le voir chanter. Donc il y a, à mon avis, si vous voulez, la richesse en soi, admirer la richesse en soi, si vous voulez, ne veut pas dire grand-chose. Vous savez, le riche, c'est un peu comme le chasseur dans le sketch des Inconnus. Il y a le bon et il y a le mauvais riche. Le bon riche, c'est celui qui s'enrichit en créant de la valeur, en produisant des services utiles à la collectivité. C'est l'entrepreneur, c'est l'industriel, c'est le commerçant, c'est l'artiste, c'est l'intellectuel. Le mauvais riche, c'est celui qui s'enrichit par des moyens politiques, qui profite d'une réglementation monopolistique, qui s'enrichit au moyen de subventions. C'est l'apparatchik, c'est le carriériste, c'est celui qui bâtit sa fortune sur une clientèle captive comme les contribuables. Or, le problème, en effet, c'est qu'aujourd'hui... Si on vous entend bien, André Citroën ou Louis Renault, qui construisaient des chars pour l'État français, se sont enrichis sur le dos des contribuables. C'était des mauvais riches. Marcel Dassault aussi. C'est aussi, voilà, c'est le problème. C'est-à-dire qu'on a en France une espèce de capitalisme de connivence sur laquelle reposent beaucoup de fortunes qui dépendent des largesses de l'État pour s'enrichir. Effectivement, cet enrichissement-là, moi, me paraît moins vertueux que l'enrichissement entrepreneurial tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Vous êtes d'accord, Monique Passon-Charlot? Est-ce que pour vous, il y a des bons riches? Parce qu'on sait qu'il y a des mauvais riches, mais est-ce qu'il y a des bons riches? Alors d'abord, je ne réponds pas à cette question parce que je n'utilise jamais des qualificatifs moraux en tant que sociologue. Donc je travaille sur une plutocratie, sur une oligarchie, sur des gens qui effectivement naissent avec une cuillère en or dans la bouche s'ils naissent à Neuilly, et avec des épines et plein de handicaps s'ils naissent à Bobigny. Et donc, vous ne m'interrompez pas parce que vous parlez... Voilà. Et donc, évidemment, lui, il parle très vite. Donc, du coup, le téléspectateur ne peut pas se rendre compte de ce qu'il y a derrière son message. Parce que quand il parle des titres de propriété, alors, je suis propriétaire de ma maison. En effet, je n'aime pas du tout que si ma voisine venait jeter ses poubelles dans mon jardin, je gueulerais. Hein, c'est ma maison, c'est un droit d'usage, c'est une propriété d'usage que je serais aussi heureuse de transmettre à la suite des générations de notre famille. Ça n'a absolument rien à voir avec les titres de propriété des entreprises, des terres agricoles, des valeurs mobilières. Ça n'a rien à voir avec les titres de propriété des valeurs immobilières. Des médias, puisqu'aujourd'hui 10 milliardaires possèdent 90% des médias. Et ces titres de propriété-là, sous le système capitaliste, c'est pas qu'il vous donne le droit de vous enrichir, c'est qu'il vous donne le droit d'exploiter la force de travail des autres. Et donc, dans le discours de monsieur, de Ferghane, est absolument absent cet antagonisme de classe qui fait que les riches dont nous parlons, et c'est même peut-être pas bien de parler des riches, c'est un espèce de raccourci. Moi, c'est vrai qu'on devrait toujours dire les propriétaires des moyens de production et d'information et des terres agricoles et des ressources naturelles, et ça serait trop long.
permet d'exploiter la force de travail des autres. Et ce qui s'est passé avec le néolibéralisme, à partir du moment où Ernest-Antoine Seyer, le baron, a pris la direction du MEDEF, il a instauré ce qu'il a appelé la refondation sociale, c'est-à-dire, et là ça vous fait plaisir comme discours, c'est-à-dire que ce sont les actionnaires, les propriétaires des moyens de production qui sont devenus les créateurs de richesses et les ouvriers ont été transformés dans les normes comptables des entreprises et dans la bataille idéologique et linguistique en coûts et en charges. Et le pape François, il a même dit en déchets, en Kleenex. Les ouvriers, a-t-il dit, le pape, sont passés du statut d'exploités au statut de déchets. Et donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de la propriété, on ne peut pas parler comme cela de la richesse nationale, parce que, cher monsieur, vous oubliez une chose très importante, c'est que le niveau de vie, notre niveau de vie, le studio dans lequel nous sommes, la façon dont nous sommes vêtus, tout ce qui fait notre mode de vie, que vous jugez supérieur à celui de Louis XIV, est le résultat du pillage de l'Afrique. Pour ce qui concerne la France, le pillage de l'Afrique avec nos téléphones portables, que ce soit avec les métaux rares, c'est peut-être faux, vous allez le démontrer. Moi, en tout cas, voilà, je dis que nous devons penser la richesse aussi en fonction de son origine. Et ce que je dis, c'est que en général, c'était Balzac qui disait ça, les linges du bébé ne sont jamais propres. Mais on pourra y revenir, par exemple, en parlant des origines de la fortune de Bernard Arnault. Une question, Monique Passon-Charlot. J'ai l'impression que pour vous, et encore une fois, vous n'êtes pas la seule, on est riche de l'argent qu'on a soustrait aux pauvres. Et c'est ce que vous avez l'air de dire en ce qui concerne l'Afrique. Nous sommes riches aujourd'hui de l'argent que nous avons soustrait aux Africains. Ça a été le servage. C'est votre conception. Ça a été c'est pas une conception. Je suis désolée. Alors là, je suis quand même bonne historienne aussi. Ça a été l'esclavage. Ça a été le pillage des ressources naturelles. C'est le pillage de l'Afrique, le pillage des pays pauvres, les pays riches. Toutes les institutions internationales concernent les pays riches et sont là pour piller les pays les plus pauvres. J'imagine que ça n'est pas votre... C'est pas du tout mon point de vue. Alors c'est intéressant, ce discours en fait, il traduit ce que les économistes appellent le sophisme du jeu à somme nulle. Le sophisme du jeu à somme nulle, c'est cette conception de la vie selon laquelle, effectivement, la richesse des uns se fait toujours au détriment des autres. Alors, c'est une mentalité qui est très ancienne, c'est pas quelque chose qui est né avec Marx, hein. Déjà, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, pardon, on avait des penseurs mercantilistes comme Jean Bodin qui théorisait le commerce mondial en nous disant qu'il n'y a personne qui gagne qu'un autre n'y perde. Cette mentalité finalement a toujours légitimé les guerres, a toujours légitimé les entreprises coloniales, l'esclavage, la spoliation, parce qu'effectivement, quand vous êtes convaincu que vous vous enrichissez au détriment du voisin et que c'est la seule forme d'enrichissement possible, eh ben, vous êtes incité à asservir votre voisin. Le grand apport de la science économique moderne et le grand apport de la modernité, c'est au contraire la conviction que non, la liberté du commerce peut aussi être un jeu à somme positive, peut être un jeu mutuellement bénéfique. Quand je vais voir mon boulanger que je lui cède 90 centimes pour une baguette de pain, il y a création de valeur, il y a enrichissement mutuel, parce que moi j'accorde plus de valeur à la baguette qu'à mes 90 centimes, et inversement le boulanger accorde plus de valeur à mes 90 centimes qu'à sa baguette. Donc le commerce est un jeu à somme positive et cela se voit aujourd'hui. Je veux dire, l'expérience et le bilan du capitalisme le montrent. Alors on a effectivement des gauchistes qui n'arrêtent pas de nous dire qu'il n'y a jamais eu autant d'ultra-riches, de super-riches, de multimillionnaires. C'est peut-être vrai, mais moi j'ai quand même envie de leur rappeler qu'il n'y a jamais eu aussi autant peu de pauvres à l'échelle mondiale, que l'humanité est pour la première fois de son histoire sur le point d'éradiquer la famine, d'éradiquer la sous-nutrition. La mortalité infantile chute, l'espérance de vie progresse quasiment partout dans le monde. 1 milliard d'êtres humains ont été sortis de la misère en Asie ces dernières décennies. Donc il y a un double mouvement effectivement d'enrichissement des riches et de réduction de la pauvreté parmi les masses les moins bien loties. Donc je crois qu'il faut arrêter avec ce sophisme du jeu à somme nulle qui est démenti par l'expérience. Et vous parliez tout à l'heure de la colonisation
de l'Afrique, de l'esclavage, mais il y a au contraire plein de travaux qui vous montrent que ces entreprises n'ont jamais été rentables. Quelqu'un comme Jacques Marseille, dans ses travaux, montre que la colonisation était une entreprise perdante à bien des égards. Quelqu'un comme Adam Smith, qui était un contemporain de la colonisation, lui-même dans son ouvrage sur la richesse des nations, se désolait des entreprises coloniales ruineuses de l'Empire britannique en disant « mais écoutez, c'est débile, on dépense une fortune en entretien, en dépenses militaires pour asservir des pays, alors qu'on pourrait très bien commercer avec ces nations sur une base égalitaire sans s'embarrasser des coûts de maintien d'un empire, et à la fois les Anglais et les populations étrangères s'en porteraient beaucoup mieux. C'est pareil pour l'esclavage. Beaucoup d'économistes vous montrent que des pays comme les États-Unis, en réalité, se sont tirés une balle dans le pied avec l'esclavage. Parce que l'esclavage, en plus d'être un système immoral, n'est en aucun cas un système productif. Si asservir un travailleur était la meilleure manière de le rendre productif, les pays communistes seraient les pays les plus riches du monde. Et on voit bien que asservir des masses n'enrichit pas les pays qui pratiquent cette institution. Donc je suis tout à fait en désaccord avec votre grille de lecture et votre analyse. Vous voulez ajouter quelque chose, Monique Passon-Charlot ? Je suis atterrée. C'est-à-dire que c'est extraordinaire parce que c'est un discours absolument tout rond. C'est difficile d'avoir de la prise parce que tout est faux. C'est-à-dire que c'est donc il y a les pas chiffres ne me donnent pas. Alors donc ceci étant dit, parce que vraiment je vous trouve extraordinaire. Ceci étant dit, alors quand vous dites que la pauvreté a été éradiquée dans le monde. Elle est sur le point d'être éradiquée. Voilà. Il y a un processus. Voilà. Comme vous le dites avec beaucoup d'emphase, ma foi, j'ai le droit aussi d'appuyer. C'est faux. C'est absolument faux. La pauvreté est terrible. Elle est tellement terrible que les gens meurent de faim et cherchent à venir dans les pays riches qui les ont exploités, d'où les migrations que nous connaissons aujourd'hui et qui vont évidemment s'amplifier d'une façon terrible. Mais on voit bien comment, avec M. Macron, on gère désormais les migrations en faisant en sorte que ce soit les Africains qui empêchent les Africains de venir frapper aux portes de l'Europe. Pourquoi je dis que la pauvreté s'aggrave d'une façon même considérable? C'est que monsieur ne raisonne qu'avec son logiciel de type qui a réussi, qui a son niveau de vie, son costume et son nœud papillon, qui a son discours et qui ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas tout ramener au dollar, qu'on ne peut pas tout ramener à l'argent. Quand les institutions internationales disent qu'on a éradiqué la pauvreté, ils partent d'une unité, le dollar. Mais qu'est-ce qu'ils ont détruit ? Qu'est-ce qu'ils ont détruit avec le néolibéralisme ? Ils ont détruit tous les réseaux de solidarité, tous les communautarismes, tous les systèmes d'entraide, toutes les cultures, si vous voulez, qui faisaient qu'en effet, on pouvait vivre sans argent, par des échanges, par le troc, voilà. Et ça, nous anthropologues, nous sociologues, nous ethnologues, c'est très important pour nous dans nos analyses. Et donc, si vous voulez, quand on voit par exemple qu'on vante les mérites de Bill Gates avec sa charity business, qu'est-ce qu'il fait en réalité ? Avec sa charité, avec ce qu'il fait pour soigner les malades du sida et essayer d'éradiquer la famine, en réalité, il détruit tous ces réseaux de solidarité dont je parle. Et donc, il faut être attentif, quand on parle, d'être responsable, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas arriver à dire que la richesse ne se construit pas sur l'exploitation, c'est juste pratiquement la première fois que ça m'arrive sur un plateau de télévision. Voilà. De même, vous parlez de la case des solidarités traditionnelles. Quand vous parlez dans votre livre, Monique Passon-Charlot, de la case du service public, j'imagine que pour vous c'est la même chose, mais c'est l'équivalent dans un pays comme la France où le service public était très important, et c'est une manière, encore une fois, de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Oui, c'est ça, parce que pour les pauvres, on peut mesurer la pauvreté effectivement avec le seuil de pauvreté, mais aussi avec ce qu'on appelait autrefois le salaire indirect, c'est-à-dire tout ce qui passe
par la solidarité nationale à travers l'État, la sécurité sociale, la redistribution, l'éducation publique, la même pour tous, gratuite, laïque et tout ça. Et c'est vital, parce que qu'est-ce que c'est que l'humain ? L'humain, c'est le lien social, c'est la solidarité. Si vous voulez, si on valorise, comme monsieur, que l'individualisme négatif au détriment d'un individualisme qui serait positif dans la solidarité et la richesse collective partagée, là, on est dans l'humanité. Et aujourd'hui, le rendez-vous qu'on a, et là j'aimerais bien en discuter à ce propos avec vous et monsieur, c'est que l'humanité est en danger. Elle est en danger sous deux angles. Le premier, celui que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on détruit le citoyen, pour faire court, et on crée le consommateur. Et un consommateur ne se rebelle pas. Voilà, parce qu'il n'a plus d'idées, il ne demande qu'à consommer un peu plus le lendemain. Et deuxièmement, avec le dérèglement climatique que nous vivons en ce moment chaque jour, voilà, que va-t-il se passer pour les plus pauvres ? On fait une pause et on reprend notre débat. Aujourd'hui, acheter de l'or, c'est sortir des banques et donc se débancariser pour ne pas se faire piquer son argent, soit par les banquiers, soit par nos chers politiques. Le standard en termes de pièces, c'est une once d'or une once de 3 en fait. C'est 31 grammes 10 d'or fin, donc c'est du 24 carats et c'est aujourd'hui le standard dans le monde. Et donc cette pièce, elle vaut combien ? Alors cette pièce, elle vaut 1 400 € aujourd'hui. Il y a un marché noir de l'or, parce que l'or existe sous différentes formes, sous forme de pépites. Il y a des gens qui creusent des trous dans différents pays pour extraire, entre guillemets, des pépites en or. C'est la seule façon, en effet, de transmettre de la valeur, de garder de la valeur surtout, au fil du temps, ce que aucune monnaie aujourd'hui n'a fait. Été un otage économique, c'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça que j'étais décrit dans beaucoup de notes, effectivement. General Electric lorgné sur Alstom. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la 5e entreprise que General Electric rachète dans des conditions extrêmement similaires. Donc une mise en examen ou des poursuites par le département de justice contre l'entreprise. Donc l'entreprise a affaibli, donc le dirigeant affaibli, donc derrière une reprise de ses activités par le concurrent américain. On est d'accord que cette affaire General Electric Alstom, elle illustre parfaitement une guerre commerciale entre la France d'un côté et les États-Unis de l'autre. C'est pas une guerre commerciale entre la France et les États-Unis, c'est une guerre commerciale, une guerre économique entre les États-Unis et le reste du monde. Donc cette guerre, c'est une guerre économique, et là on rentre dans la guerre économique globale entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, et il n'y a pas d'amis en fait là-dedans. Il faut bien comprendre, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. La France est-elle en train de devenir le paradis des riches et l'enfer des pauvres ? On continue notre débat entre Monique Pinson-Charlot, co-auteur du Président des ultra-riches avec Michel Pinson aux éditions Zone, et Fergan Aziari, qui est analyste en politique publique pour plusieurs think tanks libéraux. Vous avez lu le livre de Monique Pinson-Charlot, Fergan Aziari. Que lui reprochez-vous ? C'est un peu vaste, c'est-à-dire que moi je lui reproche vraiment d'être dans un discours assez manichéen, c'est-à-dire que votre livre du début à la fin, selon moi, transpire quand même les ressentiments envieux, une haine du riche, sans que d'ailleurs cette notion soit bien définie dans votre ouvrage. Et il y a toujours ce biais qui revient, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la conviction que la richesse des uns se fait toujours au détriment des autres. Et c'est ce mépris, finalement, de l'activité entrepreneuriale qui, aujourd'hui, explique la situation dans laquelle nous sommes.
puisque finalement, vous avez évoqué au début d'émission que nous sommes le pays le plus fiscalisé d'Europe, que nous sommes le pays le plus réglementé, l'un des États les plus dirigistes, les plus illibéraux du monde développé. Cette surréglementation, cette surfiscalisation de l'économie, elle puise en effet son origine dans le mépris aujourd'hui de l'activité entrepreneuriale et commerciale qui pourtant est la seule qui aujourd'hui génère de la richesse. Et ces obstacles à l'égard de la liberté d'entreprendre ne sont pas seulement problématiques en ce qu'ils gênent les entrepreneurs et les capitaines d'industrie d'aujourd'hui. Ils sont problématiques en ce qu'ils gênent et ce qu'ils empêchent aussi l'émergence des entrepreneurs et des capitaines d'industrie de demain. C'est ça, moi, qui m'intéresse. La fortune de Bernard Arnault ou de Monsieur Pinault, moi, j'ai pas vraiment grand-chose à faire de leur fortune. Tant mieux pour eux. Effectivement, ils sont légitimes à revendiquer, à ce qu'on les embête moins. Mais ce qui m'embête aussi, c'est que nous vivons dans un pays qui ne récompense pas la réussite et qui, du coup, n'incite pas, ne motive pas les aspirants entrepreneurs à dévoiler leur talent, à créer de la richesse. Et donc moi je pense à tous ces anonymes qu'on ne connaîtra jamais, tous ces gens qui auraient pu créer de grandes choses, qui auraient pu créer de grandes entreprises, mais qui ne le feront pas parce qu'ils n'auront pas eu les bonnes incitations, les bonnes motivations à entreprendre en France. Et je pense que cette mentalité est en effet ce qui tue ce pays. Il faut lire les travaux d'une économiste américaine comme Dern McCloskey pour comprendre à quel point ce sentiment de fierté entrepreneuriale, cette éthique bourgeoise, finalement, est un élément clé pour l'épanouissement et le développement d'une civilisation. Une civilisation ne prospère que si elle respecte la création, la créativité, les classes productives. Or, aujourd'hui, le discours anti-riche, ou devrais-je dire plutôt anti-richesse, contribue, à mon avis, à entraver ce développement-là qui profite à tout le monde. Ce culte de la réussite que semble avoir Ferghane Azziari n'est-il pas le même que celui qu'a Emmanuel Macron au fond? Chez Emmanuel Macron, on sent bien. De toute façon, il y a pas de, je vois pas de monsieur est macronien. Je veux dire, il est là. Pas du tout. Oui, en tout cas, donc vous êtes parfait. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce discours, quand je l'écoute, Ferghane, je pense aux ouvriers de GMS dans la Creuse, je pense à tous les ouvriers des Ardennes, des gens qui sont formidables, qui avaient des savoir-faire, une culture ouvrière, qui avaient tissé des réseaux de solidarité, qui se transmettaient de génération en génération, des savoir-faire, qui créaient des contextes de solidarité, avec des fêtes, avec tout ce que... Moi, je m'imagine ça. Pour moi, c'est ça l'humanité. Hein, c'est pas le fric et entreprendre. Et pourquoi opposer les deux? Les ouvriers ont intérêt à vivre dans un pays ou un pays riche. Alors, je vous ai pas coupé. C'est vrai, pardon. Parce que ça, c'est important. Vous êtes là, vous voulez que la créativité, le bonheur des entrepreneurs, entreprises, soit que vous l'ayez, mais et les autres. Et moi, au contraire, je vous dis le contraire. Je vous dis que j'ai une peine atroce quand je vois les centaines, les milliers de gens qui sont délocalisés, qui sont mis au chômage, et en étant mis au chômage, ils perdent de l'argent, ils perdent leur culture, leur savoir-faire, ils perdent leur capital social, leur solidarité, et ils perdent la seule richesse symbolique qu'ils ont, c'est-à-dire la fierté de fabriquer, la fierté de ces savoir-faire. Je sais pas bien en parler, je le dis à ma manière, mais voilà, comme moi, je suis fière. Et ça, vous m'empêcherez pas d'être fière, d'être une bonne sociologue. Avec mon mari, dans la solidarité, tous les deux, notre petit communisme à deux, on a fait un travail incroyable sur l'oligarchie et qui ne se résume pas du tout, comme vous l'avez fait, à ils sont envieux, ils sont méprisants vis-à-vis des riches. Vous utilisez toujours ces qualificatifs moraux parce que vous refusez d'analyser de manière économique et politique les rapports antagoniques entre les classes. La richesse des entrepreneurs ne provient que du fait que le système capitaliste leur permet, en tant que détenteurs des titres de propriété, d'exploiter les autres. Madame Pinson-Charlot, vous êtes d'accord avec moi que, en 2 siècles, les masses en Occident ont substantiellement amélioré leurs conditions. Dans les pays capitalistes,
Je veux dire, dans les pays... 30 ans après la chute du mur de Berlin, on peut au moins faire ce constat que les pays capitalistes que vous n'aimez pas ont réussi quand même à délivrer aux masses un niveau de vie inédit. Là où les régimes communistes que vous semblez aduler... Mais pas du tout, j'en ai pas parlé une seconde. On est là avec nos petits communismes à deux. Vous faites l'apologie d'une idéologie. Madame, le communisme, la différence entre le capitalisme et le communisme, c'est la différence entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est la différence entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. C'est vous qui le dites. C'est la différence entre le Chili et le Venezuela. C'est la différence entre le Botswana et le Zimbabwe. C'est la différence entre un système économique qui, partout où on l'a laissé s'exprimer, quel que soit le contexte ethnique, culturel, a réussi à sortir les ouvriers dont vous parlez de la misère, de l'indigence, qui a longtemps été la norme dans l'histoire de l'humanité, là où les régimes collectiviste, où l'idéologie collectiviste n'a jamais apporté une quelconque solidarité, mais a toujours répandu la misère humaine. Est-ce que j'ai parlé une seconde Pourquoi ne pas reconnaître ces accomplissements-là? J'ai dit communisme, je l'ai dit à propos de la solidarité. C'est là où mais le communisme n'est pas la solidarité, madame. Je veux dire, les êtres humains n'ont pas attendu l'arrivée d'Ambroise Croizat pour être solidaires les uns vis-à-vis des autres. Ne faisons pas un débat sur le communisme, les mérites du communisme, parce que c'est une formule que vous avez utilisée. Mais comme il est là avec ses piles, son logiciel néolibéral. On voit bien, cela dit, ce qui vous sépare, vous l'avez dit, Monique Passon-Charlot, il y a un conflit, il y a une lutte des classes. Pour vous, elle est inéluctable, elle a toujours été là, elle sera toujours là, quels que soient les progrès, par ailleurs économiques. Elle est même pire aujourd'hui, puisque nous parlons d'une guerre de classe. Voilà. Guerre. Et je vois bien, j'entends chez vous, Ferghad Azhari, et je l'entends aussi dans ce qu'a pu dire Emmanuel Macron. Au contraire, il n'y a pas de conflit. Il y a une solidarité, les uns entraînent les autres. Alors, les plus créatifs, les plus imaginatifs, ceux qui prennent des risques, au fond, ceux qui vont s'endetter pour créer une entreprise, vont entraîner les autres à leur suite si ça marche. C'est comme ça que vous voyez les choses. Vous ne voyez pas de conflit. Oui et non, parce que je rappelle quand même que la lutte des classes, à la base, c'est un concept libéral. On l'oublie, mais même Marx lui-même reconnaissait qu'il devait son concept aux économistes bourgeois, comme il les appelait, des économistes comme Charles Comte, Charles Dunoyer, Adolphe Blanqui, donc des théoriciens libéraux, les industrialistes du 19e siècle, qui sont les premiers à avoir identifié des antagonismes entre ce qu'ils appelaient les classes productives et les classes spoliatrices. Alors simplement, la différence entre la théorie libérale de la lutte des classes et la théorie marxiste de la lutte des classes, c'est qu'on n'est pas les mêmes gens dans les mêmes catégories. C'est-à-dire que les libéraux vont mettre dans la catégorie classe productive les salariés, les entrepreneurs, les capitalistes, les intellectuels, les artistes, les scientifiques, les innovateurs, alors que la classe spoliatrice, eh bien, ce sont les politiciens, les bureaucrates, les monopoleurs, les gens qui vivent du contribuable plutôt qu'ils ne produisent, là où les marxistes, en effet, vont avoir une vision, à mon avis, plus manichéenne. C'est mon jugement personnel, on apprécie ou non. Donc, il ne s'agit pas de nier l'existence d'une lutte des classes. Il y a aujourd'hui des antagonismes. L'antagonisme que je vois, moi, il est entre un État prédateur qui, aujourd'hui, effectivement, étouffe la créativité d'une classe productive à laquelle on appartient tous, à notre petite échelle. Le travailleur qui gagne son salaire en fournissant un service, l'étudiant qui fournit un cours particulier moyennant rémunération, le grand entrepreneur, l'intellectuel. On fait tous partie de cette classe productive en produisant des richesses matérielles, sur le plan moral, sur le plan culturel, puisque contrairement à ce que Mme Passon-Charlot pense, je n'ai pas une conception purement matérialiste et monétaire de la richesse. J'en ai même fait la critique au début de l'émission. Et d'un côté, effectivement, un État prédateur qui engloutit plus de la moitié de la richesse produite par les gens. S'il y a une lutte des classes, c'est celle-ci. Mais c'est pas cet antagonisme-là que Mme Passon-Charlot va dénoncer, puisqu'elle se félicite du fait que nous vivons dans un État surfiscalisé. Ce statu quo lui convient. Mais non, donc mais je pense que la subversion n'est plus de votre côté. Mais hélas. attendez, vous faites le type cultivé. Mais vous parlez de... C'est extraordinaire. Vous parlez... le type cultivé. Bon. Oui, l'État, qu'est-ce que c'est que l'État ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une table ? C'est quoi l'État ? C'est l'organisation qui a le monopole de la coercition et qui a la capacité de violer le droit des gens. Il n'y a pas la société civile et il n'y a pas l'État.
C'est le minimum de pensée sociologique qu'on doit avoir. L'État fait partie de la société est dans l'État. C'est-à-dire que l'État n'est que le reflet de l'état du rapport de classe. Et la preuve, c'est qu'on trouve aujourd'hui au cœur de l'État l'oligarchie la plus incroyable est au cœur du corps de l'inspection des finances. Je pense au livre de Laurent Mauduit. L'État est le président de la République, qui est donc au sommet de cet État, a été porté par une plutocratie, par une oligarchie, par des donateurs qui lui ont donné beaucoup d'argent pour placer Emmanuel Macron à l'Élysée, pour donner un coup d'accélérateur, pour faire un immense grand bond en arrière au nom de la marche en avant, la plus grande imposture, une imposture extrêmement grave, une manipulation atroce qui fait souffrir beaucoup de gens qui en ont été victimes. L'État, c'est un rapport de force. L'État, c'est pas, vous le réifiez complètement, il n'y a pas l'État et la société civile. Si. C'est le b.a.-ba quand même de la réflexion intellectuelle, pour qui veut faire... Mais Ferghane Aziari, ce que je comprends mal, c'est quand Monique Passon-Charlot dit que vous êtes macroniste, vous dites même pas ou pas du tout. C'est vrai que a priori, si on analyse ce que certains appellent des cadeaux fiscaux aux ultra-riches, vous le prenez comme un allègement du poids et de la coercition, pour reprendre vos termes, que l'État effectue contre les plus entrepreneurs, les plus entreprenants, les plus créatifs, les forces vives de la nation. Pourquoi n'êtes-vous pas macroniste? A priori, il a l'air de faire ce que vous souhaitez. Moi, je n'ai pas une approche catégorielle, si vous voulez, de la fiscalité. Que Macron allège, si vous voulez, le fardeau fiscal des plus riches, bon, très bien. Le problème, effectivement, c'est qu'il alourdit ce fardeau fiscal sur les autres catégories de la population. Et c'est là, d'ailleurs, où on peut se rejoindre avec Mme Passon-Charlot, c'est qu'effectivement, il entretient ce mépris selon lequel, effectivement, seuls les riches devraient bénéficier, jouir de leur propriété. Alors, il faut quand même... Exagérons rien. Il faut quand même très fiscaliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, si les plus riches bénéficient aujourd'hui des réductions d'impôts, c'est parce qu'ils ont longtemps été les plus fiscalisés. Donc, il y a aussi une logique à ce qu'ils bénéficient. Oui, mais comme je le disais au départ, étant donné que les inégalités de revenus en France sont plus grandes qu'ailleurs, on peut expliquer aussi la fiscalité française de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a 259 000 millionnaires de plus, peut-être. Si vous voulez... C'est parce que comme il y a des inégalités assez fortes, si vous atténuez la fiscalité, ils viennent effectivement plus riches. Cela dit, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. La question de l'inégalité, pour moi, si vous voulez, est une question accessoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pauvreté. Or, il n'y a aujourd'hui aucun lien entre inégalité et pauvreté. Un pays comme les États-Unis, un pays comme le Kazakhstan est plus égalitaire que les États-Unis. Est-ce à dire que les Américains veulent troquer leur niveau de vie contre les Kazakhs? Je ne pense pas. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'enrichissement des marges de toutes les couches de la population, qu'elles soient riches ou pauvres. Et jusqu'à preuve du contraire, aucune civilisation ne s'est enrichie par la fiscalité. On n'enrichit pas une société en donnant le pouvoir à quelques bureaucrates de confisquer les revenus et les patrimoines de tous les autres. Alors, ce que je reproche effectivement à Macron, c'est de considérer que les baisses d'impôts ne doivent considérer qu'une petite catégorie. Là où moi, j'aurais aimé voir une politique globale de baisse d'impôts, avoir une approche finalement très individuelle et individualiste, à savoir que chacun est légitime à jouir et à bénéficier à disposer librement de son revenu, quelle que soit la couche à laquelle il appartient. Il n'y a aucune raison pour que le salarié médian soit davantage méprisé par la politique fiscale que Bernard Arnault ou autre. Chacun doit pouvoir vivre de son revenu et jouir du fruit de son travail. Vous ne croyez pas non plus à la redistribution? Vous pensez que tout ça coûte un pognon dingue et que ça ne marche pas? La redistribution, si vous voulez, elle a l'inconvénient de brider les incitations productive. Quand vous regardez l'histoire de la lutte contre la pauvreté, l'histoire de la réduction de la pauvreté dans les pays occidentaux, au cours du 19e et du 20e siècle, cette réduction de la pauvreté, elle a eu dans un contexte de redistribution quasi inexistante. Les 800 millions de Chinois sortis de la pauvreté ces dernières décennies ne sont pas devenus plus riches grâce à de la redistribution. Ils se sont enrichis grâce à l'ouverture du commerce. Qu'est-ce qui fait la richesse ? Ce qui fait qu'une société s'enrichit, c'est la capacité d'une économie à être toujours plus productive. C'est aussi simple que ça. Et pour que l'économie soit productive, je termine s'il vous plaît. Je termine s'il vous plaît. On va y venir. Et qu'est-ce qui fait qu'une économie est productive? Il n'y a pas de secret. Il faut des gens qui épargnent, il faut des gens qui investissent, il faut des gens qui entreprennent, qui travaillent, qui échangent. Et il faut des gens
qui trouvent leur compte, qui bénéficient, qui sont récompensés dans leurs actions d'entreprendre, d'investir, d'épargner. Et donc, il faut un environnement fiscal suffisamment sobre pour précisément inciter. Alors, les gens disent que la fiscalité, il faut que l'USF bride l'investissement. Moi, je ne comprends pas. On vit dans un pays formidable. On nous dit tous les jours qu'il faut taxer les importations pour décourager le commerce mondial, qu'il faut taxer l'essence pour décourager les automobilistes, qu'il faut taxer les cigarettes pour décourager les fumeurs, mais on n'envisage pas que taxer le travail et le capital puisse décourager les travailleurs, les investisseurs et les capitalistes. C'est quand même une dissonance cognitive qui est, pour moi, formidable. Médicte Passon-Charlot. Je n'aurais pas été déçue jusqu'à la fin. Alors, bien entendu que moi, la croissance, le productivisme, tout ce que monsieur valorise n'est pas du tout, pour moi, quelque chose à valoriser. Parce que j'ai voulu vous couper, parce que ça serait quand même bien qu'on parle un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui avec le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on peut toujours vouloir produire plus. On est dans un monde fini. Aujourd'hui, le capitalisme s'approprie, marchandise tout ce qui est marchandisable sur la planète jusqu'au corps des femmes les femmes pauvres des pays pauvres qui devront porter les enfants pour les pays riches. La moindre petite plante médicinale du fin fond de l'Inde devra apporter au nom de cet individualisme des profits aux actionnaires qui posséderont l'ensemble de ces herbes médicinales. Et aujourd'hui, le capitalisme est à la peine parce qu'il ne va pas pouvoir continuer à détruire la planète pour l'enrichissement de certains. Parce que là, aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, cher monsieur, se pose le problème de la survie de la moitié la plus pauvre de l'humanité. C'est ça qui est en jeu. Et je l'ai dit au début de l'émission, à propos de l'humanité à la peine, l'humanité avec cet individualisme négatif, chacun se débrouille, pas de solidarité, la misère des uns, je m'en tape, les créateurs de richesses, c'est les seuls qui m'intéressent, et l'humanité, c'est-à-dire la société, les milliards d'êtres humains sur cette planète, que va-t-il se passer avec des gens qui veulent plus de commerce, plus d'entreprises, plus de production, alors qu'aujourd'hui, la seule chose qui est importante pour nous à réfléchir, c'est précisément le changement de notre mode de vie, la décroissance, par respect tout simplement pour une planète. C'est quand même pas possible. On peut pas rester calme quand on entend ce type de discours. Non, c'est important que je le dise, parce qu'on est tellement nombreux à être en colère que pouvoir le dire à la télévision, Frédéric Tadei, je vous remercie de ce cadeau, parce que c'est pas si souvent que c'est possible. Les gens sont atterrés par ce qui va advenir, ont peur, sont tétanisés, et ils se disent tous, mais on est impuissant. Parce que si vous voulez, le type de discours qui a été donné par Fergan aujourd'hui, ça vous tétanise, vous vous en rendez pas compte, vous le faites pas exprès, c'est des discours tout ronds, autoritaires, avec des pseudo-concepts, et on en sort, on est tétanisé, la rate au courbouillon, on se sent impuissant, on se sent nul, et on se sent violenté, on se sent... C'est des armes que vous utilisez qui sont efficaces. Et donc, je souhaite que vous disiez ce que vous pensez du dérèglement climatique et comment vous voyez la suite des choses avec la croissance, le productivisme et la liberté d'entreprendre pour les plus riches. Alors, c'est un discours qui est très intéressant. Alors moi, l'écologie politique me fascine à bien des égards parce qu'on assiste finalement à une stratégie nouvelle pour délégitimer le capitalisme. C'est-à-dire que pendant longtemps, on reprochait au capitalisme de paupériser les masses, et aujourd'hui, on lui reproche d'avoir un peu trop réussi finalement et d'avoir un peu trop enrichi l'humanité au détriment du culte de Gaïa. J'écoutais hier l'économiste Daniel Cohen qui, critiquant l'accord avec le Mercosur, nous disait « J'admets que le commerce mondial a enrichi des centaines de millions de gens, mais là, il faut faire une pause parce que, bon, il y a le climat. Donc, ces satanés pauvres qui, eux, veulent s'enrichir dans les pays du tiers-monde, ils vont devoir patienter un petit peu dans l'indigence le temps qu'on réfléchisse à la problématique climatique. » Cette opposition entre, d'un côté, la croissance économique et la sécurité environnementale ne tient pas. Pour une raison très simple. C'est
Aujourd'hui, quand vous prenez les chiffres sur les victimes des catastrophes naturelles, ce chiffre est en chute libre précisément grâce au développement économique, parce que l'enrichissement des sociétés humaines a permis celles-ci d'être beaucoup plus résilientes face aux défis que nous impose parfois la nature. Quand vous regardez aujourd'hui les données sur les pays qui subissent le plus effectivement les catastrophes naturelles, on retrouve les pays les moins développés, ceux qui ont les IDH et le PIB par habitant le plus faible. Ce sont ces pays-là effectivement qui sont exposés au coût du changement climatique. Donc si on est vraiment préoccupé par la sécurité environnementale, l'enrichissement est évidemment l'une des clés, puisque c'est cet enrichissement qui permet aux sociétés de se doter des technologies, des infrastructures, qui permettent de résister aux ouragans, aux tremblements de terre, aux catastrophes naturelles. Donc il n'y a pas lieu d'opposer la sécurité environnementale et la richesse. D'autant plus que cette opposition, aujourd'hui, si vous voulez, repose sur un mythe. Le mythe qu'il y aurait d'un côté les sociétés riches qui seraient vertueuses, qui seraient des enfers environnementaux, et de l'autre les sociétés pré-industrielles qui seraient vertueuses sur le plan environnemental. Mais ceux qui tiennent ce discours n'ont jamais mis ne serait-ce que le moindre petit orteil dans un pays du tiers-monde. Alors certes, les pays pauvres aujourd'hui émettent moins de CO2, je suis d'accord avec ça, mais ils sont soumis à des fléaux environnementaux beaucoup plus dévastateurs, c'est-à-dire qu'ils crèvent des fléaux typiques des sociétés pré-industrielles, du manque d'infrastructures pour assainir l'eau, du manque de sources d'énergie propres pour faire la cuisine, pour les activités domestiques, donc ils s'étouffent avec les pollutions aériennes domestiques, il manque de techniques pour maîtriser le paludisme, donc il n'y a pas lieu de faire cette opposition entre la sécurité environnementale et la croissance économique. Évidemment que la croissance économique est aussi une clé pour la sécurité environnementale des sociétés humaines, riches comme pauvres. C'est extraordinaire parce que vous savez quand même très bien que la croissance économique des pays occidentaux s'est faite avec le pillage de la nature, avec les énergies fossiles, aujourd'hui les métaux rares, et la destruction complète de l'environnement des pays pauvres, et que c'est pourquoi aujourd'hui, je suis désolée, c'est comme ça, et c'est pourquoi aujourd'hui ces pays pauvres sont évidemment les plus vulnérables par rapport à un dérèglement. Ils ne sont pas décroissants les pays pauvres, ils veulent croître. La Chine et l'Inde ne veulent pas décroître, ça je vous le garantis. Bon. Alors, je continue. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les mines, les multinationales totales, avec les énergies fossiles qui pillent, je reviens toujours à l'Afrique parce que la France, c'est l'Afrique. Je serai aux États-Unis, je parlerai de l'Amérique latine. Et que tout ça s'accompagne d'une fragilité aujourd'hui pour faire face au dérèglement climatique. Et alors lui, il arrive à dire que c'est la croissance, les pays riches qui seront effectivement les mieux protégés. Mais on est d'accord avec ça. Mais ils laisseront les autres se démerder alors que c'est nous qui sommes à l'origine. Précisément, l'enjeu, c'est de permettre aussi aux pays pauvres d'accéder au développement économique. Mais je constate qu'il y a aujourd'hui une espèce de néocolonialisme de gauche qui consiste à dire que les pauvres du tiers-monde ne sont pas légitimes à revendiquer les mêmes standards de vie que les pays occidentaux. C'est ce que disait hier, c'est ce que sous-entendait, il le disait pas explicitement, Daniel Cohen en disant que voilà, on va faire une pause dans la mondialisation parce que y a le climat. Donc non, le but pour ces pays pauvres, c'est effectivement d'accéder au système capitaliste qui a permis d'enrichir les masses partout dans le monde. Et effectivement, cet enrichissement est aussi une des solutions aux défis environnementaux qui se présenteront à eux demain. Monique Passon-Charlot, quel avenir voyez-vous à Emmanuel Macron dans votre livre? Vous dites que les Gilets jaunes, ça n'était que le début. Vous imaginez qu'il va y avoir une révolte contre les inégalités en général et particulièrement en France? C'est-à-dire que je suis bonne sociologue, mais peut-être pas bonne prophète. Et je ferai simplement une hypothèse de sociologue en vous disant que si on arrivait à prendre possession des médias, si la pensée critique, comme aujourd'hui avec vous, pouvait s'exprimer dans les principaux médias français, vraiment, il pourrait se passer quelque chose de très important dans notre pays. Mais là, vous voyez, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'était un mouvement parfaitement, je le reconnais, totalement inattendu, qui a su balayer tous les corps intermédiaires, syndicats, partis politiques, qui s'est d'emblée attaqué aux lieux de pouvoir, qui s'est d'emblée attaqué à Macron, à l'oligarchie, à la plutocratie.
un mot qu'ils emploient souvent et qui n'est pas souvent employé, c'est-à-dire la politique qui est maintenant aux mains des riches. On a un gouvernement de riches avec quand même 11 ministres multimillionnaires, millionnaires en tout cas, multi pour certains. Et puis, il a vraiment eu peur. Les Gilets jaunes, il y a une conscience de classe, il y a vraiment une colère populaire qui est énorme derrière. Eh bien, l'armée, il a sorti l'armée, des armes létales, les LBD 40, il a mutilé, il a blessé, il a troué les corps. C'était d'une violence absolument inouïe. Nous avons participé, Michel et moi, à plusieurs manifestations et je peux vous assurer que cette violence-là, je ne l'avais jamais vécue de ma vie. Et donc, Emmanuel Macron ne s'est pas trompé et il faut évidemment que le mouvement des Gilets jaunes puisse continuer à s'épanouir et à être relayé par les syndicats, par les partis, que l'ensemble des anticapitalistes, de tous ceux qui ne veulent plus de cette inhumanité, qui ne veulent pas de la destruction de la planète, s'unissent au-delà de leurs petits égos ou de leurs différences, de leurs différentes sensibilités. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.